Ma Bugatti est plus belle que toutes les œuvres d'art, proclamait le grand peintre fauviste André Derain. On comprend, il est vrai, l'enthousiasme du peintre quand on contemple une Bugatti de Grand Prix. Œuvre d'art peut-être pas à proprement parler, puisque sa beauté était fonctionnelle et en quelque sorte fortuite, mais chef-d'œuvre sûrement, dans ses formes comme dans ses lignes, d'un équilibre et d'une pureté sans défaut. Enzo Ferrari n'était pas aussi esthète que le fut Ettore Bugatti, membre d'une grande dynastie d'artistes. Pourtant, lorsqu'il décrit le processus de la création d'une voiture de course, il emploie des mots plus proches de ceux d'un artiste que de ceux d'un technicien. È ovvio che la macchina bisogna prima sognarla, per poi chiedere ai propri collaboratori se si sentono in grado di realizzarla, se condividono il sogno di chi vuole ottenere successo. Une voiture de course, pourtant, n'est en principe conçue et dessinée qu'en fonction du rendement qu'on en attend et en vertu de considérations purement techniciennes. Or, certaines, sinon toutes, font admirer des qualités presque sculpturales, en révélant la patte de celui qui en a créé les structures, tracé les lignes et décoré les formes. Y aurait-il donc, malgré tout ce qui oppose art et technique, un mystérieux rapport entre beauté et fonctionnalité? Est-il vrai, comme certains l'assurent, que ce qui est beau est nécessairement bon? Une chose est sûre, c'est que certains ingénieurs ont le coup de crayon plus heureux que d'autres. Techniciens, oui, mais esthètes aussi, ce qui, consciemment ou non, se reflète dans leurs dessins. Autre chose encore, l'esprit d'avant-garde réunit certains ingénieurs et certains artistes dans la même quête de nouveauté, avec le même goût du risque. Gordon Murray, qui conçut les Brabham dans les années 70-80, ne se contenta jamais d'élaborer des voitures compétitives. Ses créations furent aussi toujours empreintes d'une grande élégance. I think generally in engineering, things that look right are right. It's something that happens almost subconsciously when you're drawing something. There are a lot of areas on the car that aren't actually aerodynamically important. And it's just as easy to make something pretty as not pretty. And it's something you have in you, I think. On the car design side, I think there's a very strong emotional feel, even though it's a very technical subject, a racing car. When you're designing a car, I certainly have a very strong emotional feel for it. And I think anything that's technically as perfect as a Formula One car is an art form anyway. Si le style, c'est le créateur, c'est aussi ce qui caractérise le pilote. De manière simplificatrice mais significative, ceux-ci sont généralement divisés en deux catégories, les battants et les stylistes. Mais d'abord, peut-on prétendre, sans abuser du terme, qu'il existe un art du pilotage? I think any activity in the highest plane of ability develops into an art. To have the balance, the poise, the concentration, it takes an artistic touch to take out the most of any racing car, to be able to use a track more completely than anyone else, to recognize the limits of the car and manage them to the limits, the ultimate limits of the driver's skill. To be able to combine all of those things together is indeed a very special skill, which I believe is art form. C'est que souvent, là encore,
On peut trouver une coïncidence entre la beauté du geste et son efficacité. L'art du pilote a d'ailleurs évolué avec la technologie au cours des années. Aux temps héroïques, sa marge de manœuvre était réduite par le piètre comportement de sa machine. C'était une question de courage, de force physique, de sens tactique et de sensibilité mécanique. Puis, à mesure que se sont perfectionnés les châssis, les suspensions et les pneus, un style nouveau est né. Le pilotage en glissade ou en dérapage contrôlé, délibérément provoqué pour tirer profit de l'équilibre et de la mobilité de la machine afin de transgresser sa limite physique d'adhérence grâce à des artifices de conduite. Tadzio Nuvolari en fut dans les années 30 le génial inventeur. Juan Manuel Fangio et Stirling Moss porteront ensuite cet art-là à son point culminant. Mais Moss, à son tour, fera œuvre de pionnier en découvrant qu'il était possible, grâce au progrès en tenue de route des Formule 1 des années 50-60, de transformer l'art du freinage. The art of driving a car is to keep a car balanced. And you ask more of a car than one normally would, and you put it into a position where you're saying, I want you to steer, and taking the feedback from the car gives you a message. And I felt that obviously accelerating and braking, there isn't that much difference to one driver to another. There's some, but not that much. And I felt that if I could run my braking into a corner where my braking would then accelerate or compensate for steering. In other words, you go into a corner, if you brake at the right place, you can oversteer. You can then use that set oversteer, if you like, to accentuate the steering that the car will give you, and therefore utilize it for the cornering of the car. Son style irréprochable, Moss le façonne en observant celui de son maître, Juan Manuel Fangio, qui considère à ce sujet que nul n'a la science infuse et qu'artiste ou pilote, les dons doivent se cultiver. Bueno, el estilo se va cumpliendo con el tiempo. Nadie nació sabiendo. Yo al principio, cuando yo corría, todo lo agarraba fuerte. Hasta me lastimaba las manos. Después comprendí que no era necesario. Con los dedos se manejaba mejor. Y que todo se va haciendo con el tiempo. Nadie nació sabiendo. Todo lo aprendemos con el tiempo. Au début des années 60, le déplacement des moteurs des Formule 1 de l'avant vers la partie centrale arrière des châssis et la diminution de leur puissance provoquée par la réduction de leur cylindrée vont provoquer l'avènement d'un style de pilotage plus dépouillé. En effet, le comportement hypersensible de ces voitures dépourvues d'inertie, toujours prêtes à se transformer en toupies au moindre changement d'équilibre un peu trop brusque de leur masse, exige aux commandes une précision de plus en plus aiguë et un doigté de plus en plus fin. De même, l'arrivée des suspensions réglables, en fonction de chaque circuit, réclame une communication et une compréhension de plus en plus intime entre le pilote, ses techniciens et sa voiture. Amorcée avec l'avènement de Jim Clark, cette tendance s'est perpétuée et confirmée avec Jackie Stewart, puis Niki Lauda au cours des années 70. Ces champions érigèrent la sobriété en dogme absolu de conduite, au point qu'ils parvinrent à ne plus communiquer aux observateurs la moindre sensation de vitesse. En vérité, à regarder la progression sans à-coups, la fluidité des trajectoires bien léchées des tenants de cette école, on éprouverait la sensation, trompeuse évidemment, qu'ils roulaient toujours à leurs mains. Parallèlement, il semblait même que la qualité de leur chrono était inversement proportionnelle à l'effort qu'ils donnaient l'impression de produire pour faire un temps. D'autres, cependant, restaient adeptes d'un pilotage plus instinctif, généreux et spectaculaire. Les Ronnie Peterson, les Gilles Villeneuve n'avaient qu'une passion, qu'un credo, qu'une méthode, l'attaque à outrance. Ceux-là se battaient autant avec leur voiture qu'avec leurs adversaires. Et ils sacrifiaient tout au panache, même si ce n'était pas le meilleur moyen d'extraire la substantifique moelle d'une Formule 1 dans les années 70-80. En effet, avec l'avènement des gommes de plus en plus tendres, leur type de conduite en dérive provoquait un échauffement nuisible à la résistance et à l'efficacité des pneus.
Mais il réchauffait aussi les foules, qui communiaient avec ces fougueux guerriers dans l'exaltation sans calcul de leur tempérament. Leur témérité, leur style exubérant, perpétuaient le mythe du pilote héros romantique et risque-tout, élevant les grands prix aux dimensions de l'univers beethovénien. Un départ de Grand Prix dans le déchirement suraigu des moteurs déchaînés qui font vibrer à l'unisson la terre, l'air et les tympans, c'est comme l'ouverture d'une symphonie héroïque. Le peloton qui déboule fortissimo au bout du premier tour, les changements de vitesse saccadés, les montées en régime qui se succèdent et se mélangent à une cadence syncopée et effrénée, ce sont les tutti d'un grand orchestre déchaîné. L'échappée belle irrésistible d'un Clark ou d'un Senna, c'est l'étourdissante envolée du soliste qui se joue des difficultés avec la virtuosité du magicien. Un ravitaillement en course, comme on en a vu au cours des années 80, à l'apogée des voraces moteurs turbo, c'est un ballet d'une rigoureuse précision, minutieusement réglé par le chef de stand transformé en chorégraphe metteur en scène, afin, tout à la fois, de conjurer le terrible danger représenté par l'écoulement du carburant au-dessus de la mécanique surchauffée et de faire perdre le minimum de temps au pilote, impatient de reprendre sa course. Le rythme, en course, c'est le tempo en musique. Condition impérative pour éviter les fausses notes, aligner les tours de circuit avec une régularité de métronome. Oui, les grands pilotes sont à la fois des sportifs et des artistes. Ils expriment leur art au moyen de leur style au volant, chacun dans son registre. Fangio, c'était la maîtrise grandiose, le Beethoven des circuits. Clark, c'était la grâce, le Mozart de la Formule 1. Stewart, tout en finesse, une sorte de Debussy du volant.
Lauda pilotait comme Bach composait, avec une rigueur infaillible. Prost, toujours juste, c'est le Vivaldi des pistes. Senna, génial et écorché, c'est le Schumann des Grands Prix. Et l'on pourrait ainsi multiplier les comparaisons, sans oublier les fameuses valses de Strauss, bien sûr. La partition d'un Grand Prix est parfois périlleuse pour les interprètes, et les grands chefs ne l'ignorent pas. Ricordo che von Karajan un giorno mi disse e mi scrisse: ascoltando il vostro 12 cilindri scaturisce un'armonia che nessun maestro saprà mai interpretare. Mais l'art, dans la Formule 1, c'est aussi la fascination de la machine, à laquelle Jean Tinguely a consacré l'essentiel de son œuvre. Tinguely admirait tant les voitures de Grand Prix qu'il partageait sa chambre avec la Lotus de Jim Clark. Nous en sommes, avec la Formule 1, arrivés à un point où l'être humain crée un objet, crée un mythe, crée une chose fantastique qui est pour moi œuvre d'art parce qu'elle a cette qualité de me surprendre, de me bouleverser, de me faire vivre, de me faire respirer avec mon étonnement brûlant en voyant cette incroyable aventure de l'homme avec la machine. Avec un brin de dérision, les grinçantes créations de Tinguely traquaient le secret du mouvement. Emmanuel Zurini, lui, traque dans le bronze l'émotion de la vitesse. Photographe à l'origine, il a ressenti le besoin de modeler dans la matière l'image abstraite de la vitesse qu'il captait dans ses objectifs braqués sur les voitures de course. En fait, quand je crée une sculpture, pour évoquer une idée, j'essaye de la dépouiller le plus possible de certaines de ses formes, comme les ailerons, les porte-à-faux aérodynamiques, toutes ces choses-là, tous ces appendices qui font qu'en fait, quand on détaille, c'est pas joli, quoi. J'essaye de rendre les choses le plus fluide possible, et comme c'est quand même un objet qui est par définition statique, si je commence à l'alourdir d'artifices, ça sera au détriment du dynamisme dans la lecture de l'objet. Michel Lecomte traque de son côté tous les détails de la course au moyen de ses crayons et de ses pinceaux méticuleux. Et cette passion lui a fait emprunter un itinéraire artistique tout à fait insolite, puisque contraire à l'évolution habituelle.
Quand j'étais jeune peintre, je faisais une traduction qui était plutôt non figurative. Et plus je me suis intéressé à cet univers, plus j'ai travaillé et j'ai approché les hommes, plus je suis devenu réaliste. La photographie, elle, est pratiquement née avec l'automobile. Et depuis les premiers chefs-d'œuvre de Jacques-Henri Lartigue, génial précurseur, c'est peut-être elle qui exprime le mieux la magie de la vitesse qui a transformé notre perception de l'espace et du temps et qui représente le phénomène le plus emblématique de notre siècle. À Lartigue ont succédé les Asset, Zurini, Caillé ou Dermer d'aujourd'hui, dont les images captivent et fixent l'essence de la course dans un éblouissant carrousel de lignes et de couleurs. La jeunesse, bien sûr, est la première à être fascinée par l'univers de la Formule 1, qui a aussi conquis la bande dessinée. Les aventures de Michel Vaillant, imaginées par Jean Graton à travers un habile amalgame de fiction et de réalité, en forment une scrupuleuse représentation. Les virtuoses, que ce soit de l'archet ou du volant, des beaux-arts ou de la technique de pointe, sont au fond de la même étoffe. Ils partagent la même exigence, prennent les mêmes risques et puisent aux mêmes sources. La détermination qui les pousse à une invincible quête de perfection et l'inspiration qui, en sublimant leur goût du dépassement, les emporte au-delà des limites où naît le génie.